Bonsoir à tous et à toutes, vous qui êtes ici dans la salle Pierre-Lefranc de la rue de Solferino, la salle entièrement refaite qu'on a inaugurée il y a quelques semaines, et puis vous qui êtes à distance à travers notre chaîne YouTube Charles de Gaulle, Fondation Charles de Gaulle. Alors ce soir, on continue dans la série de nos entretiens, de nos grands entretiens avec des auteurs, certains qu'on connaît bien, d'autres qu'on accueille ici pour la première fois à la Fondation Charles de Gaulle, mais qui viennent de sortir des livres qui nous parlent, parce que ça parle de partie de notre histoire, de personnages, et puis finalement ça parle directement ou indirectement du général de Gaulle. Et ce soir, nous allons parler d'Henri Bergson, grand philosophe français, un peu oublié aujourd'hui, mais grâce à Emmanuel Kessler, son souvenir, sa mémoire nous sont de nouveau proches depuis quelques semaines, puisque vous avez sorti donc Bergson, notre contemporain, le penseur de l'imprévisible, aux éditions de l'Observatoire. Alors, Emmanuel Kessler, bonsoir. On est très heureux de vous accueillir ici à la Fondation. Merci à vous. Vous êtes ancien élève de l'École normale supérieure comme Bergson. Vous êtes philosophe comme Bergson. Alors, vous n'êtes pas encore professeur au Collège de France, mais ça ne serait tardé. Ni académicien. Voilà, mais vous avez été aussi président de Public Sénat. Vous êtes journaliste, j'ai oublié de le préciser. Vous avez une longue carrière de journaliste déjà derrière vous. Vous avez été président de la chaîne Public Sénat pendant un certain nombre d'années. Vous étiez depuis pratiquement 2 ans directeur de la communication de la Cour des comptes. Et vous prenez de nouvelles fonctions au 2 novembre dans le grand groupe de presse Prisma, et vous allez notamment diriger la rédaction de Capital, oui c'est bien ça. C'est ça, le mensuel Capital. Et de Management, ouais. Donc deux titres bien connus de la presse économique française. Alors c'est pas pour ça qu'on vous reçoit ce soir, donc c'est pour parler de Bergson. Et je dirais, si je vous ai proposé de parler de ce beau livre, d'abord c'est pour nous permettre de redécouvrir un peu ce personnage qui a été une véritable star française, planétaire en réalité au début du XXe siècle, mais aussi parce que Bergson, de l'aveu même de Charles de Gaulle, a eu une influence sur sa pensée et peut-être d'ailleurs sur certaines de ses grandes décisions, et de façon assez étonnante. C'est pas si courant que ça s'agissant de Gaulle. Il a lui-même reconnu l'influence assez décisive que Bergson, qu'il avait probablement connue dans sa jeunesse, en tout cas son père l'avait très bien connue, l'influence que Bergson a pu avoir sur lui dans sa conception des événements et dans des événements tout à fait décisifs, en particulier, pense-t-on, et l'a-t-il dit, l'appel du 18 juin. Alors, on a envie de découvrir un peu ce grand penseur français qui a eu une telle influence sur le général de Gaulle. J'ai envie de peut-être d'abord on va assez rapidement parler de Gaulle, mais peut-être de vous demander pourquoi vous avez voulu écrire sur Bergson. Et pourquoi finalement cet intellectuel français si connu il y a 70-80 ans est quand même un peu tombé dans l'oubli, il faut bien le dire. Qu'est-ce qui vous a donné envie de parler de lui et pourquoi est-ce qu'il faut qu'on reparle de Bergson aujourd'hui ? Alors, en quelques mots, d'abord merci de m'accueillir, je suis très honoré d'être avec vous. Et donc moi, Bergson a toujours, j'ai envie de dire, comme je vais paraphraser le général de Gaulle, il a guidé toute ma vie. Enfin, en tout cas, il m'a toujours occupé l'esprit depuis mes études de philosophie. C'est un des philosophes qui m'a le plus marqué. D'abord, j'aime son style. Je trouve qu'il ne faut pas détacher du fond de son œuvre. D'ailleurs, il a un style imagé, très littéraire, qui lui a valu le prix Nobel de littérature. Donc, pas d'ambiguïté, c'est pas simplement de l'esthétisme, c'est parce que il essaye par l'écriture de s'approcher au plus près d'une vérité, d'une réalité. Alors, c'est un surdoué. Voilà. Vraiment, il réussit ses études. Il réussit tout incroyable, que ce soit en sciences, voilà, il rafle tous les prix de concours généraux, etc. Il a fait normal philosophie, mais il aurait pu faire polytechnique, enfin, il aurait pu faire. Absolument. Son prof de maths avait regretté. Vous auriez pu être mathématicien, vous ne serez que philosophe. Voilà. Bon, voilà. C'est une prophétie qui s'est réalisée de façon un peu décalée par rapport à ce qu'avait dit son prof. Et moi, déjà, j'aime bien le lire. On a tous comme ça des références et je trouve que c'est une belle écriture. Et puis, alors plus sur le fond maintenant, c'est un philosophe qui s'intéresse à la nouveauté. Et ça, c'est assez rare parce que souvent, la nouveauté en philosophie est un peu décriée dans un esprit un peu platonicien. Ce qui est nouveau, ce qui arrive, ce qui est contingent, l'expérience. Il y a un courant empiriste en philosophie, mais c'est éloigné du ciel de la vérité et des idées. Et chez Bergson, il y a une véritable attention à ce qui se passe. Il parle
de l'imprévisible nouveauté. Donc je trouve que c'est un philosophe qui et derrière ça, c'est un philosophe de la vie. Et donc, c'est un philosophe qui parle à nos vies. Voilà, ça a été la première raison. Alors ensuite, c'était un philosophe qui a été effectivement, vous l'avez dit, une star à son époque. Les gens allaient au Collège de France. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'était déjà au début du XXe siècle une star connue à l'étranger. Oui, absolument. Il a tiré des foules, mais de façon incroyable, en Angleterre, aux États-Unis, etc. Ouais. On raconte qu'aux États-Unis, il y a eu les premiers embouteillages à Broadway pour la conférence de Bergson. Parce que les gens voulaient assister à la conférence. Voilà. Parce que les gens voulaient assister à la conférence de Bergson. Et donc, au Collège de France, en particulier, il n'y avait pas que les étudiants, les gens affluaient, les femmes du monde, toute la bonne société parisienne venait. Il y a eu des pétitions pour qu'on change la salle, qu'on ouvre les portes. Enfin, c'était parce que les gens essayaient d'écouter dehors. Enfin, c'était terrible. Et quand il est élu au Collège de France en 1914, il arrive à peine à traverser la salle et il trouve un parterre de fleurs sur l'estrade. Il dit mais je ne suis pas une danseuse. Voilà, je ne suis pas une danseuse. On lui offre des fleurs. Voilà. Et donc c'est l'époque de ce que François Azoulay, qui est un auteur qui a écrit sur Bergson, appelle beau livre, La gloire de Bergson, qui a été vraiment considérable. Après, c'est vrai qu'après-guerre, il est un peu oublié. Alors, il y a un tournant, il y a un débat dont il sort assez difficilement d'ailleurs avec Einstein. C'est très intenté. Einstein vient à Paris et finalement, le débat ne tourne pas tellement à son avantage. Il y a ensuite le livre de Julien Binda qui est quand même assez dur, La trahison des clercs, parce que je ne savais pas, d'ailleurs je l'ai appris en lisant votre livre, mais en fait il vit directement Bergson. Oui. Et puis à partir de ce moment-là, alors c'est toujours une star très considérée, il est décoré de toutes les décorations possibles, il est sollicité par le gouvernement français pour des missions diplomatiques. Institutionnellement, mais on sent que, et en plus il meurt. Donc, pire moment de la guerre, enfin début 41. Donc début 41, Paris est occupé, il fait froid, il attrape une espèce de pneumonie. Il est déjà très affaibli parce que paradoxalement, ce philosophe qui est le philosophe du mouvement, il va être atteint à partir des années 25 d'un rhumatisme articulaire qui va peu à peu le paralyser complètement. Et puis, le corps mais pas l'esprit. Continue à travailler. Et puis après c'est la libération, mais la libération c'est le triomphe des idées nouvelles, c'est Sartre, etc. Voilà. Le siècle de Sartre a effacé le siècle de Bergson, on peut dire ça comme ça. Et puis, je crois qu'après la guerre, on est dans des affrontements beaucoup plus idéologiques, avec justement des systèmes un peu clos, le communisme, le socialisme, pourquoi pas le capitalisme, puis le structuralisme dans la pensée intellectuelle. On a des affrontements comme ça très clivés. Et la pensée de Bergson ne correspond pas à ça. C'est une pensée souple. Il dit je n'ai pas de système. Voilà. Et donc, et finalement, on le voit revenir un peu dans les années 90 avec une nouvelle génération de chercheurs Frédéric Worms qui publie les œuvres complètes à noter de Bergson. Au moment où on sort un peu, c'est presque au moment de la chute du mur de Berlin. On sort d'un monde où il faut se ranger dans une catégorie plutôt qu'une autre. Et là, Bergson retrouve un regard d'intérêt. On mesure ce qu'était le statut d'un intellectuel, d'un grand professeur dans cette France du premier tiers du XXe siècle. C'est absolument un statut matériel d'abord, il vivait finalement assez confortablement, mais statut moral, culturel. Enfin, il y a eu à un moment dans cette France, et probablement cette Europe de fin 19e, début 20e, un moment où les intellectuels, en particulier les normaliens, ont été dotés d'un prestige absolument inouï aux yeux de l'opinion des institutions. Oui, alors, et c'est vrai, Bergson incarne ça. Il incarne, je crois, aussi vraiment cette volonté, lui qui est d'origine juive, d'assimilation totale à la culture française, à la tradition française et à la tradition catholique, parce qu'il va se rapprocher du catholicisme sans se convertir. Voilà, il y a un peu une polémique d'ailleurs, parce que finalement, on ne sait pas très bien si c'est converti ou pas, il en aurait exprimé l'intention. Là, alors moi, je suis assez ferme dans mon livre. Il ne s'est pas converti. D'abord parce qu'il l'a dit. Mais c'est vrai que Raïssa Maritain, qui était la femme de Jacques Maritain, a fait courir la rumeur qu'il se soit converti en secret, etc. Mais lui-même l'a très clairement démenti. D'abord, il le dit dans son testament de 1937. Il dit « Je me serais converti parce que toute mon évolution m'a rapproché du catholicisme ». Il a un entourage très catholique, deux gens d'ailleurs qui vont avoir un rôle parfois assez ambigu par rapport à Vichy. Donc, ce qui va aussi participer à la disgrâce de Bergson, c'est qu'on va le tirer du côté vichy. Et je montre dans ce livre que c'est totalement une interprétation totalement erronée. Mais donc il dit je me serais converti si je n'avais vu monter cette vague d'antisémitisme
qui va déferler sur l'Europe, et je veux rester auprès de ceux qui seront persécutés. Je voudrais qu'à mon décès, un prêtre catholique vienne dire des prières, si possible. Mais voilà, il n'a pas franchi le pas. On peut dire qu'il est allé au seuil de la conversion, mais qu'il n'a pas franchi le pas de la conversion. Il explique dans des entretiens qui, pour le coup, ne sont pas de l'œuvre bergsonienne, qu'il y a peut-être aussi une part de fidélité à la religion de ses parents. Alors finalement, sa fin est tragique, et ça va nous amener petit à petit à De Gaulle, puisque finalement, vous dites que par solidarité avec le peuple juif, il décide, alors qu'on n'a pas vraiment forcé, mais enfin, il décide d'obéir à la loi et donc d'aller se faire enregistrer comme juif au commissariat du 16e arrondissement. Ça se passe au début janvier 41. Il fait un froid absolument épouvantable. Il est déjà très malade. Il est porté par quelqu'un. Il attrape une pneumonie. Et il meurt quelques jours plus tard. Quelque part, c'est une espèce d'acte de résistance indirecte, alors qu'on l'a soupçonné d'avoir été pour Vichy. C'est à la suite de ça qu'il meurt. C'est finalement assez... Il était déjà très malade, voilà. L'immeuble était à peine chauffé parce qu'il y avait des pénuries de bois, donc il y a peut-être aussi d'autres causes. Mais c'est vrai que cette histoire est au moins symbolique de ça. C'est vrai que... Et on y reviendra, mais sur le fond, et je crois que ça n'a pas été assez souligné, et c'est pour ça que j'insiste dans le livre, c'est un penseur de la démocratie. Et c'est un penseur républicain, au sens de la devise liberté, égalité, fraternité. Et dont il dit à un moment dans son dernier livre, Les 2 sources de la morale et de la religion, la fraternité est l'essentiel. Donc on ne peut absolument pas le soupçonner du moindre complaisance par rapport à des régimes qui seraient non démocratiques. Voilà. Alors on en vient à De Gaulle, parce que vous reproduisez, alors moi je ne connaissais pas cette interview, mais vous reproduisez une interview de Gaulle en 63, donc un journaliste du New York Times, qui est quand même assez stupéfiante, puisque De Gaulle dit à ce journaliste, Bergson est un homme qui a eu une influence déterminante sur ma vie. Oui, alors on savait que le père de Charles de Gaulle, Henri de Gaulle, connaissait Bergson, il l'avait rencontré à un certain nombre de reprises, probablement le jeune Charles de Gaulle l'avait aussi rencontré, mais on n'imaginait pas qu'il y avait cette influence assumée par De Gaulle de Bergson. Tout à fait. Alors cette influence... il la résume bien dans le petit passage de l'interview qui est donné, je crois, au New York Times. Oui, attendez, on va la trouver, mais je vous laisse continuer. Et elle est cohérente quand même avec, il le dit de façon plus claire, mais on voit bien dans Le fil de l'épée, qui est publié en 1932, il y a une référence explicite à Bergson. Voilà ce que dit, excusez-moi, Non, mais ça va être tout à fait complémentaire. Voilà ce que De Gaulle donc, dit en 1963 donc, à ce journaliste, M. Sulzberger, qui est un journaliste au New York Times. Il n'était pas un ami de mon père, mais mon père l'admirait beaucoup, témoigna-t-il plus tard. Vous savez sans doute que mon père était professeur de philosophie. Et il connaissait bien Bergson. J'ai vu moi-même Bergson dans ma jeunesse et je l'ai profondément admiré. En fait, j'ai été très influencé par Bergson dans la mesure surtout où il m'a fait comprendre la philosophie de l'action. C'est très gaulien. Oui, exactement. Et là, je crois qu'on touche au fond de la pensée bergsonienne et des raisons pour lesquelles, parce qu'on n'a pas dit finalement pourquoi, qu'est-ce qui a fait qu'il a été si célèbre. C'est que son premier grand livre, L'essai sur les données immédiates de la conscience, a mis à jour ce concept bergsonien de la durée, d'un temps qui n'est pas le temps des horloges, qui n'est pas le temps géométrique, qui ensuite sera un des facteurs de son débat avec Einstein, mais qui est un temps de la créativité, de la durée de la conscience, avec un passé qui reste toujours conservé, qui se grossit de l'instant présent et se tourne en permanence vers l'avenir. Et ce temps-là ne peut pas être appréhendé par les outils scientifiques classiques. Et pourquoi est-ce qu'il a autant de succès? C'est parce qu'il va trancher avec une époque très scientiste, où on pense que les équations, la science peut résoudre tous les problèmes de l'humanité. Et il va y ajouter donc cette dimension, je dirais, qualitative, qu'on va retrouver dans une autre, et on va se rapprocher de Gaulle, dans une autre distinction. Bergson, c'est un philosophe qui fonctionne par couple, par tension. Il y a l'espace et le temps, et puis il y a l'intelligence et l'intuition. L'intelligence qui nous aide à agir, et l'intuition qui nous donne cette appréhension d'un réel se transformant en permanence. Et c'est ça qui va inspirer De Gaulle, il le dit très explicitement, il le dit d'ailleurs dans Le fil de l'épée, dans la petite édition qui est présentée par Hervé Guémard. Il cite un passage de l'autre livre majeur qui vaut à Bergson cette gloire dont on vient de parler, qui est L'évolution créatrice, qui est un beau titre, qui est, où il met en avant ce qu'on appelle l'élan vital, ce qu'il a appelé l'élan vital. Nous sentons bien, donc ça c'est citation
de Bergson par Charles de Gaulle. Nous sentons bien qu'aucune des catégories de notre pensée ne s'applique exactement aux choses de la vie. Voilà, parce que Bergson est un penseur de la vie et quelque part, la vie toujours échappe pour lui aux catégories dans lesquelles on voudrait l'enfermer. Ce qui, à mon avis, fait des points d'actualité de Bergson. En vain, nous poussons le vivant dans tel ou tel de nos cadres. Tous les cadres craquent. Ils sont trop étroits, trop rigides, surtout pour ce que nous voudrions y mettre. Notre raisonnement, si sûr de lui quand il circule à travers les choses inertes, se sent mal à l'aise sur ce nouveau terrain. Et de Gaulle va faire un rapprochement avec, parce que c'est un traité d'éducation militaire, avec l'art de la guerre, l'art militaire, en disant, bien sûr, il faut les cartes, il faut analyser une situation, mais pour être chef, pour l'emporter, pour orienter l'action, il faut aussi sentir les choses. Il n'y a pas que l'intelligence, il y a l'intuition. Voilà, ce que dit De Gaulle, Bergson m'a appris que l'action provient de la combinaison de l'intelligence et de l'instinct fonctionnant ensemble. Je me rappelle cela de Bergson, qui sur ce point a guidé toute ma vie. Et je dirais que ces deux sources de l'action, on les trouve dans le fil de l'épée, mais quelque part, c'est l'appel du 18 juin. Alors, on va y venir. Donc, effectivement, De Gaulle a bien perçu, il a bien lu l'évolution créatrice, et que l'intuition chez Bergson, c'est la synthèse de l'instinct et de l'intelligence. C'est l'intelligence, c'est pas l'instinct seul, parce que l'instinct seul, c'est purement animal, c'est l'abeille, etc. Mais si on va retrouver quelque chose d'instinctif, qu'on l'ajoute à l'intelligence, qui n'est jamais dévalorisée, parce que De Gaulle le dit aussi, il n'y a pas d'anti-intellectuel, personne n'est pas un anti-intellectualiste, on va mieux sentir les choses et mieux agir. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la pensée politique de Bergson, lorsqu'il a cette très belle phrase qui, je pense, inspire probablement De Gaulle, agir en homme, et qui s'applique... qui est peut-être l'idéal de l'action politique, agir en homme de pensée, agir en homme de pensée et penser en homme d'action. Voilà, essayer de combiner des facteurs objectifs avec des facteurs plus qualitatifs. Alors, c'est un peu une boutade, mais vous m'en pardonnerez, mais on ne pourrait pas se dire De Gaulle est un normalien qui voulait agir. Il aurait pu faire normal, finalement. D'ailleurs, il a toujours été entouré de normaliens. Il aimait bien les normaliens. Ouais. Il aimait bien les normaliens qui, d'ailleurs, en retour, ne l'aimaient pas forcément beaucoup. Mais le normalien en sachant écrire. Voilà, il avait Pompidou, etc. Mais c'est vrai que parfois, les normaliens n'ont pas été tendres avec lui, que ce soit Sartre ou même les élèves de Normal quand il était à l'école en 59. Mais on voit qu'il y a à la fois cette approche très intellectuelle, mais qui est indissociable pour lui de l'action. Voilà, et ça, Bergson, c'est un philosophe de la vie et c'est un philosophe de l'action. C'est-à-dire qu'il pense que, et là aussi c'est un peu un paradoxe parce que c'est un spiritualiste, il va même se rapprocher des mystiques chrétiens, mais des mystiques qui reviennent dans l'action. Ce qui l'intéresse, c'est les leaders capables d'agir et d'emporter avec eux les autres pour agir. Et vous dites que, quelque part, et c'est un peu l'hypothèse que je fais dans ce livre, et ça De Gaulle ne le dit pas explicitement, mais qu'il y a dans l'appel du 18 juin comme une inspiration bergsonienne, je pense qu'on peut tout à fait le dire parce que, sans faire d'analogie, mais d'anachronisme, en 1932, De Gaulle le fil de l'épée, et en 1932 sort également le dernier grand livre de Bergson, qui est les deux sources de la morale de la religion, où il parle, il analyse la société, il fait la distinction entre des sociétés closes, refermées sur elles-mêmes, qui mènent à la guerre, et des sociétés ouvertes qui portent un message universel pour l'humanité d'amour du prochain. On peut le voir d'un point de vue religieux ou d'un point de vue plus politique. Et là, il dit que les hommes qui peuvent emporter les autres au-delà de la guerre, même si à un moment donné, ils doivent faire la guerre, parce que la liberté s'acquiert, dit-il, une formule, au prix de beaucoup de sang et de beaucoup de larmes. Voilà. Et là, il y a une capacité il parle de l'appel du héros à un moment donné. Il y a une phrase absolument magnifique que je vais vous lire parce que une phrase de Bergson: vienne alors l'appel du héros. Voilà. Nous ne le suivrons pas tous, mais tous nous sentirons que nous devrions le faire. C'est magnifique. C'est ça. Et là, on ne peut s'empêcher de penser, donc phrase écrite en 1932, De Gaulle a forcément lu, compte tenu de sa fidélité à Bergson, les deux sources de la morale et de la religion. De Gaulle n'est pas un philosophe, donc évidemment, il rebâtit ça. Alors lui, pour le coup, c'est quand même d'abord un homme d'action, mais aussi un homme de pensée, on le sait par ses mémoires. Bergson est un homme de pensée qui devient un homme d'action, dont on n'a pas dit qu'il a joué un rôle dans la Première Guerre mondiale, il a joué un rôle diplomatique pour convaincre Wilson d'entrer dans la guerre. Donc voilà. Donc Bergson a voulu être aussi dans l'action. Et c'est vrai que quand on lit ça, on ne peut s'empêcher de penser qu'il y a
cette formule même de l'appel du 18 juin, elle me semble très bergsonienne. Alors, la tension entre le clos et l'ouvert que vous venez d'évoquer, je trouve ça très, très intéressant. Je dirais, quelque part, c'est aussi un peu gaullien, parce qu'on a critiqué De Gaulle pour à la fois en raison de ce qu'on a considéré comme étant du chauvinisme étroit, et puis à l'inverse, certains le critiquaient parce qu'il était trop universaliste, voilà, il voulait aider les pays du tiers-monde, etc. Donc, je trouve que finalement, c'est un problème qu'on continue de vivre aujourd'hui dans la France et dans l'Europe de nos jours. Je trouve que c'est cette tension du clos et de l'ouvert qui incite quand même à la tolérance aussi, enfin au respect des racines, mais aussi à la tolérance. Je trouve que c'est très intéressant. Et De Gaulle s'inscrit complètement là-dedans. Ouais, et je crois qu'elle est effectivement très opérante pour penser notre temps. Je pense qu'il ne faut pas la réduire à la formule un peu magique d'un président actuel qui serait le en même temps, où finalement on mélange tout. Non, je pense que c'est une tension qui est plus forte, et effectivement, elle est chez De Gaulle, elle est chez Bergson, entre la nécessité pour vivre en société d'imposer des règles, et parfois même du dressage, dit Bergson, et donc l'idée de l'engagement militaire n'est absolument pas absurde et peut se justifier dans la nécessité d'avoir une cohérence et de se défendre contre les autres. Et on voit chez Bergson une vision, dans son dernier livre, assez pessimiste de la société, et qui correspond, je pense, aussi un peu à ce qu'écrit De Gaulle. J'ai parcouru trop rapidement ce livre, c'est qu'on ne peut pas... La guerre, il dit à un moment donné, la paix, c'est une halte entre deux guerres. C'est-à-dire que la guerre est une donnée des sociétés humaines peut-être indépassables. Mais il y a aussi une aspiration de l'individu à la vie, à quelque chose de supérieur qui doit à un moment donné, par justement l'intervention de personnalités exceptionnelles qui vont nous faire retrouver le sens de la vie ou la bonne orientation, essayer de dépasser cela par des messages plus universels, plus ouverts à l'autre, que l'on retrouve pour Bergson qu'on pourrait aussi retrouver dans la religion catholique. Il y a un débat avec le judaïsme, mais je n'entrerai pas là-dedans ici, pour savoir si c'est une religion close ou une religion ouverte. Mais en tout cas, pour lui, la religion catholique incarne cette religion ouverte d'amour du prochain au-delà de son identité propre. Et je crois qu'effectivement, dans la politique telle que vous la décrivez du général de Gaulle, on peut très bien concilier à la fois une forte volonté de protection, de défense d'une forme de nation, et en même temps une visée plus universaliste. Il y a malgré tout des sujets où on n'est pas complètement certain que De Gaulle ait été un disciple de Bergson, en particulier la philosophie de la joie et le rire, que c'est un de ses grands best-sellers. Que De Gaulle est un certain humour. Mais De Gaulle a de l'humour, c'est vrai. Mais enfin, on se dit, voilà, cette approche, cette philosophie de l'action vise pas fondamentalement au bonheur chez De Gaulle. C'est peut-être un peu différent chez son successeur Georges Pompidou, qui lui est normalien, mais on ne va pas parler de Pompidou ce soir. Mais il y a quelque chose quand même dans la philosophie de l'action qui peut-être les rapproche, parce que pour Bergson, la joie, c'est le signe que la vie a réussi, etc. Et ça, c'est pas forcément, on retrouve pas ça chez De Gaulle. Mais il y a l'idée que on ne peut pas se résoudre à penser qu'il y a des déterminismes qui font que les situations sont figées et qu'on ne pourra pas les renverser. Voilà. Il y a des phrases de Bergson qui disent très clairement: l'avenir sera ce que nous voudrons qu'il soit. Il n'y a pas d'obstacle qu'une volonté suffisamment déterminée ne puisse surmonter. Et ça, je pense que ça, c'est vrai. C'est-à-dire, c'est l'idée que par l'action, on peut toujours retourner une situation. Il n'y a jamais de fatalisme. Voilà. Alors, dans la relation Bergson-De Gaulle, il y a quand même un mystère, et j'ai envie de vous interroger un peu là-dessus. C'est pourquoi il ne se passe rien après le 18 juin 40 entre ces deux hommes. Parce que, je dirais, on sait que Bergson a inspiré De Gaulle. On sait qu'il y a eu des relations, par exemple, entre Maritain et De Gaulle. Il y a toutes les lettres entre De Gaulle et Maritain sont aux archives nationales, donc ils se sont écrits. On se dit que, vu les circonstances, De Gaulle aurait pu avoir un intérêt à attirer à lui une personnalité aussi connue que Bergson, avec en plus de ça le lien presque familial, si j'ose dire. Et cependant, il ne se passe rien. Il n'y a aucun message, il n'y a pas de lettres. On ne sait absolument pas, il y a un doute même sur le fait que Bergson ait été tenté d'aller à Vichy, etc. Malgré tout, à la mort de Bergson, il y a quand même un hommage qui lui est rendu
Londres, enfin, sur Radio Londres, oui, parce que c'est Raymond Aron qui prononce. Voilà, Raymond Aron. Et justement, on se dit Raymond Aron aurait pu servir d'intermédiaire, faire passer un message. Ouais. C'est quand même un peu curieux qu'il ne se soit vraiment rien passé. Alors, d'abord, on regarde ça avec notre regard d'aujourd'hui, c'est-à-dire que il faut faire toujours se prémunir contre des mots que dénonce vigoureusement Bergson, qui est l'illusion rétrospective, c'est-à-dire de reconstruire après coup des scénarios qui, au moment où ils se produisent, ne sont pas imaginables. Et donc, on est en 1940, Bergson est très malade, il sort plus de chez lui, il est lucide, parce qu'il reçoit encore du monde et tout le monde veut qu'il est lucide. De quel type d'informations il dispose, c'est très difficile de le savoir. Alors on dit que Jean Val, qui était un professeur de philosophie de la Sorbonne très connu, lui a offert une radio et qu'il écoutait Radio Londres. Il y a un témoignage, mais dont on n'est pas certain, d'une personnalité qui s'appelle Georges Kataoui, qui était un écrivain, il y a peut-être qui a écrit sur De Gaulle, qui dit que Madame Bergson lui a dit que Henri Bergson aurait dit seul De Gaulle peut sauver la France, qu'est-ce que ça. Tout ça est un peu incertain. On est dans une zone un peu nébuleuse, et donc c'est très difficile de savoir si Bergson avait vraiment conscience, dans quelle mesure il connaissait bien De Gaulle, et à l'époque, c'est difficile d'anticiper sur le rôle historique qu'il va jouer. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus trop projeter la connaissance que nous avons de l'histoire après coup sur cet épisode. Le deuxième élément, c'est que Bergson, certes c'est un philosophe de l'action, mais il ne s'est jamais mêlé de politique active. Il y a d'ailleurs un signe qui ne trompe pas et qui est un peu choquant, je le dis dans ce livre, parce que je ne cherche pas non plus à faire la géographie de Bergson, c'est que Bergson a été totalement silencieux au moment de l'affaire Dreyfus. Avec l'affaire Dreyfus, naît le concept d'intellectuel. Oui. Et vous avez dit que c'était un très grand intellectuel de son époque. Et Bergson passe totalement à côté de l'affaire Dreyfus. Il dit dans un témoignage, moi, dans cette affaire, j'étais pas sûr de l'innocence de Dreyfus. J'ai fini par être convaincu quand il y a eu le faux billet, là, le faux bordereau. Mais dans cette affaire, on aurait pu régler ça sans faire d'histoire. J'ai tendance à renvoyer les deux camps dos à dos. Ce qui est quand même énorme de la part d'un personnage, de l'intelligence, du génie. Donc, il n'est pas très aigu sur, je dirais, l'actualité. Et n'oublions pas que ce serait difficile de lui en faire le procès parce que Bergson lui-même ne voulait pas qu'on raconte sa vie. Il voulait détacher complètement son œuvre de sa vie. Il prend des précautions des années avant son décès pour expliquer pour dire qu'il faudra brûler. Seules les choses qu'il a écrites et qu'il a validées constituent l'œuvre bergsonienne et sa vie pour lui n'a aucun intérêt. Donc je dis ça. Donc vous avez pris un risque en écrivant sa biographie. Oui, j'ai pris un risque mais j'ai voulu le réchauffer en quelque sorte. Je pense qu'il faut raconter sa vie d'abord, c'est quand même une épopée, c'est avant moi je suis toujours fasciné par les génies et donc c'est un génie et donc c'est intéressant de raconter sa vie. Et donc sa relation à De Gaulle, je crois qu'il faut pas, elle n'est pas attestée dans aucun courrier. De même qu'il ne faut pas le tirer vers un pétinisme qui n'a jamais été. Alors pour le coup là on a les œuvres pour le dire et il critique Hitler, etc. Donc il n'a jamais eu la moindre complaisance pour un régime fascisant. De même, c'est difficile, oui, c'est vrai, d'aller essayer de chercher un lien avec le général de Gaulle qui n'a pas eu le temps de se faire. On est dans les années 40-41, c'est la limite. Quoi. Voilà, il meurt le 3 janvier 41. Il y a quand même aussi des contradictions finalement, parce que je dirais, Bergson, c'est le penseur de l'imprévisible. Ouais. Alors De Gaulle est aussi un spécialiste de la gestion de l'incertitude, mais enfin, c'est quand même aussi quelqu'un qui prévoit tout d'une façon stupéfiante, je dirais. Bergson, c'est quelqu'un qui explique le présent. C'est le présent qui explique le passé chez Bergson, alors que chez De Gaulle, on sait bien que toute sa vision du présent et du futur se fonde sur une connaissance historique absolument encyclopédique. Donc, De Gaulle est quand même quelqu'un d'assez profondément pessimiste, en particulier à la fin de sa vie, et Bergson exalte la philosophie de la joie. Donc, on voit qu'il y a finalement quand même des approches qui sont un peu différentes. Ce qui les rapproche beaucoup, c'est la philosophie de l'action, c'est tout ce que vous avez dit. Peut-être le thème de l'incertitude aussi, certainement. Oui. Mais il y a quand même des conceptions qui, notamment par rapport à l'histoire, qui sont assez différentes, me semble-t-il. Oui, alors, je cherche juste un petit passage. Donc, c'est vrai qu'il y a une forme d'optimisme bergsonien qui tranche, peut-être avec le pessimisme. Presque nietzschéenne, parfois, de Gaulle. Enfin, mais à la fin de sa vie, chez Bergson, les choses ne sont jamais totalement... je vous dis, il y a des tensions entre les pôles, mais
cohabitent en quelque sorte, et donc c'est jamais manichéen, c'est jamais complètement tranché. Et par ailleurs, il y a une évolution de la pensée de Bergson, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a une forme d'optimisme, de croyance en l'efficacité de l'action. Il y a le titre de ces livres, l'élan vital, l'évolution créatrice, enfin tout ça, c'est ce qui a plu justement, c'est-à-dire que d'un siècle conquérant. Et puis il bute quand même sur la Première Guerre mondiale. Et puis il voit les 30 la montée des périls. Et il écrit quand même en 1932 à la fin des deux sources de la morale et de la religion. L'humanité gémit, à demi écrasée sous le poids des progrès qu'elle a faits. Elle ne sait pas assez que son avenir dépend d'elle. À elle de voir d'abord si elle veut continuer à vivre. À elle de se demander ensuite si elle veut vivre seulement ou fournir en outre l'effort nécessaire pour que s'accomplisse jusque sur notre planète réfractaire la fonction essentielle de l'univers qui est une machine à faire des dieux. Et dans cette paragraphe compliqué, mais on voit que l'humanité est sans cesse sur la corde raide entre la possibilité de se ressaisir dans une forme d'élan spirituel, mais aussi le risque de sa propre disparition. Et dans les deux sources de la morale et de la religion, il imagine une guerre qui pourrait faire disparaître toute trace du vivant sur Terre. Et ça, on est 15 ans pratiquement avant la bombe atomique. Donc, il y a aussi une forme de pessimisme chez Bergson. En 2022, ça reste quand même assez voilà, tout à fait. Alors, y compris d'ailleurs sur le plan de la pensée écologique, puisqu'il considère que la société ouverte, c'est une société qui respecte l'humain, bien sûr, mais aussi les animaux et la nature. Et ça, c'est intéressant aujourd'hui. Voilà. Alors bon, Bergson a inspiré De Gaulle. On ne sait pas s'il a inspiré Pompidou. Il a, semble-t-il, un peu inspiré Mitterrand quand même, ce que vous dites, puisque vous reprenez une fameuse citation. En tout cas, oui, voilà, c'est possible. Dis pas, mais c'est vrai que j'aime bien la citation. Alors, je crois aux forces de l'esprit. Voilà, les forces de l'esprit, la fameuse. Ça, Bergson aurait pu le dire. Et alors, c'est une petite boutade, mais enfin, on a un président philosophe. Est-ce que vous l'avez envoyé votre livre? Alors, je lui ai envoyé mon livre. Il vous a répondu? Oui, il m'a envoyé un petit mot de remerciement. J'aurais préféré qu'il argumente. Voilà, je suis pas sûr qu'il y ait prêté l'attention suffisante parce que je pense qu'effectivement, il y a de quoi nourrir un peu pour lui qui développe une certaine, enfin, qui affiche une ambition intellectuelle. Je pense qu'il y avait de quoi nourrir un peu sa réflexion. Voilà. Donc, mais il m'a répondu. Bon, c'est bien. C'est bien. Voilà. Dernière remarque, et après je donnerai peut-être la parole à la salle si vous voulez poser quelques questions. C'est une réflexion un peu générale qui est un petit peu en marge de notre sujet Bergson-De Gaulle, mais moi, c'est une chose qui m'a beaucoup frappé en lisant votre livre, c'est qu'on voit aussi ce qu'a produit excellent, en termes d'excellence finalement, ce système éducatif mis en place à la fin de la Troisième République, avec une formation très exigeante, qui à la fois d'une culture générale extrêmement solide, mais aussi une capacité à réfléchir par soi-même en toute liberté. Finalement, c'est un système qui a été très solide et qui a fonctionné pendant 3/4 de siècle, pratiquement un siècle, dans nos pays européens, en particulier en France. Bon, on sent qu'aujourd'hui, ces systèmes vivent quand même des mutations qui sont assez difficiles à vivre. Justement, qu'est-ce que vous pensez de ça, et sans tomber dans la nostalgie, Absolument. Et là encore, on retrouve les paradoxes ou les tensions ou les contradictions, parce qu'il faut admettre que la vie, elle est faite de contradictions. Personne dont je dis à plusieurs reprises, c'est pas un penseur du c'était mieux avant, c'est pas un penseur de la nostalgie, mais il va jouer un rôle très important dans la défense d'un système éducatif exigeant. Il y a des projets de réforme qui, déjà à son époque, il va perdre d'ailleurs, donne une part un peu moins importante au latin. Lui, il a fait une thèse latine encore, une thèse sur Aristote, en même temps qu'il fait sa thèse en français qui sera laissée sur les données immédiates de la conscience, qui allège les programmes, etc. Et il va lutter très fortement contre ça. C'est-à-dire qu'il est très attaché, vous avez tout à fait raison, à un système scolaire, exigeant. Je pense que c'est quelqu'un qui croit en la force de la culture, parce qu'il pense que c'est l'antithèse de ce qu'on appelle aujourd'hui la cancel culture, c'est-à-dire l'idée qu'on pourrait se construire en effaçant ce qui a été. Que ce qui a été soit vertueux ou tragique, un pays se fait, une culture se fait et un avenir se fonde à partir. Il croit à la conservation de la totalité du passé et par conséquent, d'un point de vue éducatif, ça impose l'exigence d'une éducation effectivement rigoureuse et complète et il va se battre contre des premières réformes. Ça va s'amplifier au fil des époques et bien évidemment dans les périodes la plus récentes qui allègent, qui amoindrissent l'exigence vis-à-vis des élèves. Très bien. Ouais. Écoutez, on va peut-être garder 5 minutes s'il y a des questions dans la salle.
Et puis après, et merci de vos questions, parce que vous êtes un magistrat de la Cour des comptes qui ferait un excellent journaliste. Écoutez, on peut toujours s'en convertir. On l'a déjà dit hier, d'ailleurs. Voilà, une question. Alors, attendez, vous voulez que je vous donne le micro, peut-être, parce qu'on ne va pas vous entendre. Ah oui, là, pour le coup, pour l'enregistrement, un micro. Bon, écoutez, ça doit marcher. 1, 2, non? Ça marche, ça marche. Voilà. Je sais pas. On essaye un des deux. Et je disais, vous avez mentionné tout à l'heure les reproches qui ont été faits de manière assez forte par Julien Banda. Vous pouvez repréciser Julien Banda a écrit, alors je ne sais plus. C'est 27 ou 32, je ne sais plus. La trahison des clercs. La trahison des clercs. Et un livre très dur. C'est un livre très dur dans lequel Bergson est une des cibles. Comme Bergson, et ça a participé au discrédit de Bergson, de même qu'un autre livre, alors qui est plus écrit par un intellectuel communiste, qui est Georges Politzer, qui sera fusillé par les Allemands, qui s'appelle le bergsonisme, comment il dit, c'est une parodie philosophique. Est-ce que Banda reproche à Bergson le fait qu'il occulte un peu sa personnalité juive, enfin est-ce que c'est ça qu'il lui reproche? Non, je crois qu'il pense qu'il y a une absence d'engagement, voilà. D'accord. Dans le bergsonisme, ce qui est une fausse interprétation. C'est d'ailleurs, on retrouve cette rivalité dans le moment où Bergson et Jaurès sont ensemble à Normal Sup. Et d'ailleurs, ils se détestent, vous racontez. Ils se détestent, alors bon, en même temps, ils se respectent, ils s'envoient des mots, il y a des petits moments d'affection, mais c'est un peu comme Aron et Sartre. Voilà, bon, c'est de camarades et ils sont ennemis. Tous les deux la même année à la grecque de philosophie, c'est ça? Il y en a un qui est le premier, l'autre deuxième. Oui, c'est ça, voilà. Et alors là, il y en a un qui devance la première fois et l'autre, voilà. Et Bergson qui à la sortie sera devant, mais qui n'est pas premier, le premier étant décédé d'ailleurs peu de temps après. Donc je crois que Bergson est deuxième et Jaurès troisième à la sortie à la grecque de philosophie. Et Jaurès dit le moi de Monsieur Bergson est l'ermite de la liberté. Et il fait une thèse sur la matérialité, sur l'importance de la matière, alors que Bergson valorise davantage l'esprit. Donc, il y a cette idée que Bergson serait complètement enfermé. Et il dit, il y a une phrase très, très, très méchante de Jaurès qui dit si Dieu s'était arrêté avec la production de la nature au niveau des mollusques, il aurait produit Monsieur Bergson ou un truc comme ça. Enfin, voilà, donc je cite la phrase un tweet, voilà, c'est vraiment un tweet vengeur et assassin de Jaurès. Et je pense que c'est un peu cette même idée, c'est-à-dire qu'il y a une interprétation bergsonienne qui, au fond, c'est un penseur éthéré qui valorise le sentiment. Même physique était très, très dissemblable. Donc, voilà, il y avait un homme avec une carrure forte à l'accent rocailleux, et puis la ténuité audacieuse, comme dit Peggy, de Bergson, qui est filiforme, qui parle comme ça, qui paraît très frêle, mais qui, par sa parole, par ses mots, arrive à capter un auditoire d'hommes, de jeunes femmes. Il est d'ailleurs très ouvert à l'enseignement des femmes. Il pense que les femmes doivent recevoir le même enseignement que les hommes. Je ne fais pas un féministe avec des catégories qui ne correspondraient pas à l'époque, mais enfin, c'est intéressant à noter. Et donc, oui, il exerce aussi une forme de fascination, mais de façon très différente. Et je pense que c'est ça qui est souvent reproché à Bergson, à mon avis injustement, parce que c'est quelqu'un de subtil. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a Frédéric? Ah oui, il faut prendre le micro, sinon on ne vous entend pas. Ça marche? Non, ça marche pas. Non, ça marche plus. Mais il est éteint, c'est dessous, là. J'ai éteint. Voilà, le bergsonisme, une parade philosophique, c'est le titre du livre de Politzer. Voilà, alors j'avais juste 2-3 questions. Alors, il y en a une qui finalement se rapporte au statut de Bergson. Est-ce que chez Banda, il n'y a pas finalement aussi ce reproche d'avoir accepté chez Bergson d'être devenu une espèce de nouveau prince de la jeunesse qui, en quelque sorte, finalement, représente un certain consensus finalement de l'époque, avec une pensée que finalement tout le monde peut s'approprier, parce qu'effectivement il y a De Gaulle, mais il y a une autre personnalité importante de l'époque qui revendique absolument et publiquement l'influence intellectuelle de Bergson, c'est le général Gamelin, qui le définit comme son maître à penser. On n'aboutit pas au même résultat. Voilà. Mais vous me faites penser à une chose, c'est ce qui est reproché, et ça doit justifier aussi le livre de Banda, qui date de La trahison des clercs. Je crois que c'est 27, le livre de Banda. C'est quand même, alors pour le coup,
parce que dit-il, il a voulu être utile à son pays. Donc il introduit presque une distance entre ce qu'il a là pour le coup, entre ce qu'il a écrit et ce qu'il a pensé. Il y a eu des textes de Bergson au moment de la guerre de 14 très nationalistes, très vindicatifs et un peu caricaturaux, disant les Allemands c'est la matière et les Français c'est l'esprit. Bon. Et le soldat français, quoi qu'il arrive, il est porté par son âme et il est prêt à se sacrifier. Mais bon. Et ça, cette espèce de vision nationaliste, même si on n'était pas pacifiste comme Jaurès, on sentait qu'il caricaturait presque sa propre doctrine pour aller justifier une forme de césure caricaturale et de vision un peu quand même, qui pour un intellectuel, pour un militaire que versé dans la propagande, on peut le penser, réduisait la guerre à un affrontement de la matière d'un côté contre l'esprit de l'autre qui pouvait nécessiter quand même une analyse un petit peu plus complexe et un peu plus nuancée. Merci, j'avais une deuxième remarque. Vous êtes revenu beaucoup sur l'opposition entre l'instinct et l'intelligence, ou plutôt sur la complémentarité. Alors en fait, quand on relit le fil de l'épée, chez De Gaulle, il y a 3 étapes. C'est-à-dire qu'il dit toujours que l'appréhension par un chef d'une situation est d'abord finalement d'ordre instinctif. Ce qu'il appelle le pif, en fait, ici, il emploie même ce terme, que l'intelligence ne sert que dans un deuxième temps, finalement, à organiser la perception première, mais il dit justement à ce moment-là, il faut se méfier des purs esprits, des gens chez qui finalement l'intelligence peut conduire à une espèce de repli dans le pur spéculatif et du coup un découragement face à l'action, parce qu'il ajoute un 3e temps, c'est qu'au moment de la décision on en revient à l'instinct, c'est la fameuse décision qui à terme finalement est d'ordre moral, c'est-à-dire que finalement il y a un peu 3 étapes qui distinguent. Est-ce que c'est pas une manière justement de se distinguer, ou en tout cas de faire un pas de côté justement par rapport à l'espèce de complémentarité bergsonienne? Alors je pense que c'est assez fidèle quand même à l'idée de Bergson qui analyse dans l'évolution créatrice l'instinct, qui est une sorte d'animalité qui vous met au plus près des choses, qui vous met presque donc qui vous fait sentir les choses, mais qui n'a pas pris la distance et n'a pas la capacité de maîtrise que peut avoir l'intelligence. Et ensuite vient, comme je disais, une espèce de synthèse, l'intuition qui représenterait l'équivalent de ce 3e temps. On ne peut pas totalement identifier les schémas, mais l'intuition, qui est un mot que ne cite pas De Gaulle, je crois, dans le fil de l'épée, mais représenterait ce moment de la décision où on va agir en fonction de ce qu'on connaît et de ce qu'on est soi-même. Ce qui fait dire d'ailleurs à Bergson, j'aime bien toutes ces idées un peu renversantes de Bergson, quand il dit que le possible ne précède pas le réel, mais qu'il le suit, ou quand il dit que la délibération ne précède pas l'action, mais qu'elle la suit. Et qu'au fond, quand on agit avec tout son être, avec tout ce qu'on est, y compris le sens qu'on peut avoir de l'honneur. C'est une citation de Raymond Aron que je reprends aussi dans le livre, le sens des valeurs, etc. Que cette dimension morale, elle intervient dans l'action qui engage tout votre être à un moment donné et qui combine, je dirais, plutôt peut-être que complémentarité, qui combine quelque part un élément instinctif qui vous fait aller au plus profond des choses et dans leur temporalité, dirait Bergson, et l'intelligence qui est une capacité d'analyse un peu à froid, mais qui est utile aussi dans l'action. Voilà. Il y avait juste une toute dernière question. Vous avez beaucoup parlé de l'appel du 18 juin 40 à propos finalement de la figure du héros. Ma question c'est, est-ce que l'appel du 18 juin, attention, celui du 18, pas celui du 22, c'est un texte héroïque? Quand on le relit, c'est plus une analyse de situation. C'est-à-dire que c'est un texte décidérant, en quelque sorte. C'est plus un texte qui vise à expliquer aux gens de l'époque, en quelque sorte, ce qui s'est passé. Parce que quand on relit les mémoires de guerre, le terme qu'emploie De Gaulle, à propos de ces journées de juin 40, c'est le terme de fantasmagorie. Face à l'effondrement, les décideurs, mais les Français aussi, finalement perdent un petit peu le sens du réel. Et le 18 juin, c'est les réancrer de nouveau. C'est-à-dire leur expliquer, en quelque sorte, ce qui s'est passé. Avant, dans un second temps, justement, le 22, de pouvoir les mobiliser. Oui, mais ça, si je peux répondre, je trouve que c'est tout à fait ce que De Gaulle dit de Bergson, c'est la combinaison de l'intelligence et de l'instinct. Parce que l'appel du 18 juin, c'est à la fois un raisonnement impeccable, très rigoureux, tellement impeccable que personne d'autre que lui ne l'a fait, mais bon, qui conduit effectivement de façon implacable à la conclusion que la guerre n'est pas terminée, qu'il faut poursuivre, etc. Mais en même temps, il y a l'instinct. Et l'instinct, c'est aussi tous ces jeunes en particulier qui sont partis dans les jours qui ont suivi l'appel du 18 juin
et qu'on rejoint De Gaulle, c'est l'instinct quand même qui a parlé autant, si ce n'est plus que l'intelligence. Donc je pense que, moi je trouve que l'appel du 18 juin, c'est vraiment l'illustration de cette combinaison, y compris chez De Gaulle, qui je pense est un homme avec un intellectuel, donc qui raisonne énormément, mais où aussi il y a une part d'instinct quand même, une part de lui-même presque charnelle qui refuse la défaite de la France, me semble-t-il. Elle a pu s'exprimer dans l'appel du 22. L'appel du 18 juin. Oui, non mais d'accord, enfin, quand on dit l'appel du 18 juin, en fait, oui, ça englobe l'appel du 22, voilà. qui est le seul qui nous a parvenu en réalité de façon enregistrée. Hein, mais, voilà. Oui, non mais là c'est l'historien qui parle, et évidemment, en toute rigueur, il a raison, mais enfin, c'est cet acte qui consiste à rompre avec toutes ces de son pays, etc., pour dire, voilà, c'est vraiment l'instinct et l'intelligence. Alors, j'aime bien cette phrase qui est extraite de, je vais voir mes propres notes, parce que j'ai oublié. Je trouve qu'il colle assez bien à... Phrase de Bergson, voilà, qui est extraite... en fait, c'est dans un de ses premiers livres. Voilà. Nous voulons savoir en vertu de quelles raisons nous nous sommes décidés, et nous trouvons que nous sommes décidés sans raison, peut-être même contre toute raison, mais c'est là précisément dans certains cas la meilleure des raisons. Car l'action accomplie répond à l'ensemble de nos sentiments, de nos pensées et de nos aspirations les plus intimes, bref, à notre idée personnelle du bonheur et de l'honneur. Voilà. Et je trouve que ça, dans cette dynamique de cette espèce d'audace dont a fait preuve, alors je ne fais pas la différence, parce que je ne suis pas un spécialiste comme vous, le 18... dont a fait preuve De Gaulle dans cette période de juin 40, qui n'est pas aussi connu qu'il le sera plus tard. Enfin, il y avait quand même un geste incroyable. Oui, quelque chose qui me semble assez proche de l'action bergsonienne. Voilà. Catherine, une dernière question. La phrase que vous avez citée concernant l'appel du héros de Bergson, moi, elle me rappelle une phrase de Bernanos qui est à peu près similaire. Et je me dis, est-ce que vous avez une idée de l'influence qu'a pu avoir Bergson sur Bernanos? Parce que finalement, Bernanos qui condamne l'invasion allemande, qui est totalement... mais que De Gaulle n'arrivera jamais à accrocher et qui a un peu finalement la même attitude que Bergson qui dit, voilà, c'est l'esprit, il produit des textes, il va s'engager un petit peu dans le comité français libre du Brésil, mais De Gaulle n'arrivera jamais alors qu'il lui demande d'une manière tout à fait formelle de le faire. Et je trouve qu'il y a un petit parallèle peut-être entre Bernanos et Bergson. Alors c'est possible, là j'avoue que vous touchez à la limite de mes explorations. C'est toujours difficile de savoir qui influence qui. Il y a des effets de climat intellectuel à un moment donné, avec des circulations d'idées. Donc voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pu dire que parfois il y avait des choses chez Bergson qui rappelaient des penseurs plus nationalistes, Maurras, etc. Bon, il y a des espèces de climat, de circulation de formules, d'idées qui imprègnent plusieurs personnages. Voilà. Donc je pense que votre remarque est tout à fait pertinente et féconde probablement pour interpréter les choses. Je ne saurais pas vous dire dans quel sens il faut... Allez, une toute dernière question, Frédéric. À mon avis, la réponse, elle se situe beaucoup dans les dernières lignes des Grands cimetières sous la lune de Bernanos. C'est l'exorde « Non, Monsieur Hitler », et puis surtout les dernières lignes, c'est tout simplement Jeanne d'Arc, et finalement, Jeanne d'Arc n'obéit qu'à une loi simple, se jeter en avant, finalement. Se jeter en avant, c'est effectivement, comment dire, l'idée que l'élan répond. À se jeter en avant, et vous dites d'ailleurs, à un moment donné, vous citez Bergson qui dit « Je ne vois qu'un moyen de savoir jusqu'où on peut aller, c'est de se mettre en route et de marcher ». Voilà. Je trouvais que c'était du Saint-Paul, c'était aussi un peu macronien, mais finalement, ça peut s'appliquer à beaucoup de personnes. Macronien 2017. Une dernière question, monsieur l'ambassadeur, et puis on va rendre l'antenne. Oui, pardon. Il m'est revenu à l'esprit une citation de Bergson, je crois que c'est le 4 septembre 1914. La lutte qui s'engage est celle de la civilisation contre la barbarie. Oui. C'est Bergson qui dit ça. L'élan vital, il influençait aussi l'état-major français de 14. L'attaque
pleine de... L'offensive à outrance, le tempérament français, etc. Mais, justement, il manquait la pensée pour étayer... C'était l'élan vital. L'élan vital s'est perdu contre les mitrailleuses adverses. On n'y avait pas pensé. Et Peggy, d'ailleurs, en sait quelque chose. Il a été un disciple de... vous citez, il a été élève de personnes normales. Et Peggy a été tué, je crois, le 6 septembre 14. Une citation qui m'est revenue aussi en vous écoutant, il me semble que De Gaulle a dit la culture générale, c'est l'école du commandement. Ça, c'est le fil de l'épée. C'est dans le fil de l'épée, c'est ça. Ça m'est revenu. Ouvert l'armée de métier. Ouvert l'armée de métier, pardon. Et il y a pardon. Encyclopédie. Dernier point. Bon, c'est plus direct, hein. Dernier point par rapport à l'appel du 18 juin. La première fois que je l'ai lu attentivement, c'était en Albanie pour le traduire. Et jusque-là, c'était la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre, elle ne s'éteindra pas. Mais je me suis aperçu que c'était une description de la situation et une prévision de l'avenir. Et en même temps, il appelle les marins, les officiers. Très bien. Voilà, écoutez, on va en rester là. Bergson, notre contemporain, le penseur de l'imprévisible, par Emmanuel Kessler aux éditions de l'Observatoire. Précipitez-vous toutes et tous pour l'acheter et le lire. On passe un moment dans tout ce monde intellectuel, très intellectuel de la France du début du XXe siècle. C'est très intéressant. Et on voit aussi qu'il y a encore des choses qui nous parlent dans notre époque, dans notre année 2022. La fois de montrer son actualité et faire connaître le personnage de façon un peu vivante. C'est pas un livre de spécialiste, je suis pas philosophe au sens chercheur en université, j'ai fait un autre métier de journaliste, mais c'est vrai que ça m'a toujours marqué, Bergson. Et donc l'idée, c'est vraiment de le rendre accessible, ce qui je crois est assez bergsonien, qui a voulu écrire pour tout le monde. Emmanuel Kessler, en tout cas, merci. On était très heureux de ce moment passé avec vous. On vous souhaite bonne chance pour vos nouvelles fonctions dans quelques semaines. On attend le prochain livre, peut-être Bergson, Bernanos, on ne sait pas. Là, on vous a proposé, on vous a fait une suggestion. Et en tout cas, à très bientôt. Et bonsoir à tous. Au revoir. Merci à vous. Merci beaucoup.